Radiateur, on est bien là, on a plus chaud que ce matin, donc c'est bien. Donc j'ai le plaisir de laisser la parole à Lucine Vuitton du CHU de Besançon qui va vous présenter le topo sur la définition de l'échec primaire aux biothérapies. Ouais, difficile. Merci Maria, bonjour à tous. Alors je vais essayer de répondre à cette question. Comment et quand conclure un échec primaire d'une biothérapie ? Alors d'abord, on va essayer de regarder l'épidémiologie de l'échec primaire. Alors si on regarde les études Princeps, les études de phase 3 des anti-TNF, on va regarder ceux qu'on connaît bien, qu'on prescrit beaucoup, l'infliximab, l'adalimumab, les études Accent et Charm. C'est assez inquiétant, on a jusqu'à 40% de non-réponse primaire. Alors c'est pas tellement ce qu'on observe dans notre pratique. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des phases 3, c'est des populations très sélectionnées, on peut rentrer à peu près seulement un tiers de nos patients. L'évaluation là était très précoce, le premier endpoint était à la semaine 6. Alors dans la vraie vie, comment on peut trouver des chiffres qui se rapprochent de notre pratique ? Échec primaire. Je vous propose de regarder cette étude qui est très intéressante. C'est une grosse cohorte prospective qui a été faite au Royaume-Uni, 1600 patients. C'était des patients atteints de maladie de Crohn qui étaient naïfs de biothérapie et ils ont entré plein de sang de tous leurs patients qui débutaient un anti-TNF. Donc on a suivi là 900 patients qui ont eu de l'infliximab, 600 qui ont eu de l'adalimumab. Et si on regarde leurs chiffres, donc prospectivement de non-réponse primaire, à 14 semaines, c'est-à-dire à la fin du 3e mois, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a dans notre pratique. On peut retenir un chiffre de 24% de non-réponse primaire, à peu près un quart de nos patients. C'est pas négligeable. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé les chiffres de réponse au début, donc à S14, à la fin du 3e mois, en fonction de l'IMC. Et ça, finalement, même si on avait tous le feeling dans notre pratique que, notamment pour la sous-cutanée, chez les patients en surpoids et obèses, on a des défauts de réponse. Là, c'était démontré pour la première fois. Vous regardez en violet là, la non-réponse primaire et vous avez en fonction du statut nutritionnel de dénutrition à obésité. Et effectivement, là, ça sort nettement pour l'adalimumab, donc anti-TNF sous-cutané, un taux de réponse primaire qui est énorme chez les patients obèses, qu'on ne retrouve pas pour l'infliximab, où effectivement c'est logique, là on a une dose poids. Alors pourquoi c'est intéressant de parler d'échec primaire ? Parce que finalement dans l'histoire d'une MITI, c'est un événement d'emblée péjoratif. Si vous regardez là, on est dans la rectocolite hémorragique, c'est une cohorte de patients issus de 3 centres experts, et vous avez leur courbe de survie là, sans colectomie chez 100 patients qui n'ont pas répondu à un anti-TNF qui était l'infliximab. Alors, ça a été publié en 2016, on est avant l'ère des nouvelles classes de biothérapie, mais quand même, l'information, c'est que vous avez un taux de colectomie de 50% chez ces patients qui étaient non répondeurs. Donc, probablement des patients qui ultérieurement vont être plus difficiles à prendre en charge, et c'est important de vraiment dépister cette non-réponse initialement pour réagir assez vite. Quand on regarde aussi le taux de réponse que peut avoir un patient à un deuxième anti-TNF, on va différencier le taux de réponse quand c'était un échec secondaire, une perte de réponse après une première efficacité, par rapport à un échec primaire. Là, c'est une méta-analyse de l'ensemble des études qui sont intéressées à ça. Et vous voyez clairement que le taux de réponse à un deuxième anti-TNF est inférieur là, de 30% chez les non-répondeurs primaires par rapport aux échecs secondaires. Alors, ce n'est pas totalement inutile, finalement, d'essayer un deuxième anti-TNF, puisqu'on récupère quand même presque un tiers des patients, mais ça va être plus difficile, nettement plus difficile qu'avec un échec secondaire. Qu'est-ce qui peut faire qu'un patient est en échec d'une biothérapie, alors notamment d'un anti-TNF, parce que quand même c'est ça qui est étudié le plus et c'est là-dessus que je vais pouvoir vous donner des datas. Ça peut être un problème de pharmacocinétique, et ça c'est vrai que depuis une dizaine d'années on étudie beaucoup ça. Problème de pharmacocinétique, c'est un patient qui va avoir des taux sanguins faibles de biothérapie dans le sang, alors qu'il n'a pas d'anticorps. Donc ça peut être lié à quoi ? Ça peut être lié, on l'a vu tout à l'heure, à son indice de masse corporelle. Ça peut être lié à une clairance accélérée de l'anti-TNF. Ça a été démontré par exemple chez des patients en colite sévère sous infliximab qui avaient une fuite importante d'infliximab dans les selles. Ça peut être aussi lié à des phénomènes de dégradation plus rapides chez certains patients de la biothérapie dans le sang. Ça peut être sinon un problème de pharmacodynamie. Là, cette fois-ci, les taux sanguins ils sont satisfaisants. Pour autant, la biothérapie, elle ne marche pas alors qu'on n'a pas d'anticorps non plus. Et là, l'hypothèse sous-jacente, c'est plutôt en fait une voie immunologique différente qui n'est pas dépendante du TNF. C'est pour ça que le patient est non répondeur à l'anti-TNF, par exemple.
Et puis il y a l'immunogénicité, que vous connaissez bien, on en a énormément parlé. C'est des patients qui développent des anticorps et la production d'anticorps anti-TNF, ça peut être très précoce, ça apparaît dès les premières perfusions et ça peut être présent dès l'induction. Donc il ne faut pas se dire que parce qu'on est sur les doses fortes initiales, c'est pas encore un problème d'anticorps, ça peut être dès la première phase d'induction un problème d'anticorps. Et puis il ne faut pas oublier aussi que c'était peut-être pas le bon moment pour une biothérapie. Et là, je pense aux maladies de Crohn notamment, quand elles ont ces formes déjà fibrosantes, déjà avancées dans l'inflammation, avec un profil qui n'est pas purement inflammatoire, mais plus sur le versant de la fibrose. Ça a été montré par exemple dans Créole avec l'adalimumab. Alors, je vous ai parlé de la pharmacocinétique, du taux de médicaments. On a soulevé beaucoup d'hypothèses ces dernières années sur un problème de non-réponse, notamment la non-réponse primaire sur une pharmacocinétique défavorable des patients qui n'avaient pas assez de traitement. Sur cette hypothèse a été designée cette étude, l'étude Sereine, où l'idée c'était de faire une induction très 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 forte d'adalimumab en l'occurrence, où les patients recevaient l'induction à 160 mg, 4 injections, sur les 4 premières semaines, avec ensuite un entretien classique. Et l'idée était de se dire que si on met un profil pharmacocinétique favorable à tous les patients, on va récupérer plus de répondeurs. Et bien, de façon un peu étonnante par rapport aux hypothèses qu'on avait soulevées, et bien effectivement, quand on donne des grosses inductions d'adalimumab, on a effectivement un pic de trough level. Par contre, quand on regarde la réponse clinique et là la réponse endoscopique à la semaine 12, à la fin de l'induction à 3 mois, il n'y avait aucune différence. Comme quoi, la pharmacocinétique, ça n'explique pas tout. Il y a des vraies non-réponses primaires, peut-être liées à la pharmacodynamie, peut-être aussi sur un mauvais choix de la molécule si on n'est plus dans une phase inflammatoire. Je vous ai parlé d'anti-TNF. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouvelles biothérapies? Le vedolizumab, ça peut être intéressant de regarder cette cohorte française, la cohorte Observe, où là, on est dans la rectocolite, on a les données de réponse à la semaine 6, 14, 22, etc. Globalement, dans ce schéma, les répondeurs, rémission ou répondeurs, sont en gris foncé, les non-répondeurs et ceux qui ont arrêté le plus souvent pour non-réponse sont en gris clair. Eh bien, nettement, entre la semaine 6 et la semaine 14, on récupère de la réponse. Donc la non-réponse, on ne doit pas la définir avant la semaine 14, je pense. Par contre, on a dit un bon moment que le vedolizumab, c'était peut-être un petit peu lent, qu'il fallait attendre, mais quand même, quand vous regardez là, entre la semaine 14 et la semaine 22, il ne se passe plus grand-chose. On récupère plus beaucoup de patients. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut optimiser le vedolizumab à la semaine 10 quand vous n'avez pas de réponse pour essayer d'avoir cette réponse primaire, mais que probablement, dès la fin du 3e mois, il faut se poser la question d'un échec si on a optimisé. Pour l'ustekinumab, dans la phase 3, on a une sous-étude qui regarde chez les non-répondeurs après l'induction IV, si, quand on fait effectivement la sous-cutanée à 90 mg à la semaine 8, on aura une réponse à la semaine 16. On remarque que chez les non-répondeurs initiaux, quand on fait cette sous-cutanée à la semaine 8, on récupère 50% des patients qui n'étaient pas répondeurs. Donc pour l'ustekinumab, de la même façon, je vous ferai une conclusion en vous disant qu'avant la semaine 16 et avant d'avoir fait cette optimisation de la première sous-cut, il ne faut pas définir une non-réponse primaire. Dans mes conclusions, je vais essayer de répondre à la question qui m'était posée. Comment on définit l'échec primaire? Pas de consensus dans la littérature. C'est une définition finalement pragmatique. C'est pas d'amélioration des symptômes, et là on va prendre les fameux patient reported outcome, les types 2, après la phase d'induction du médicament. Donc pour le Crohn, ça va être le nombre de selles, la douleur, pour la RCH, le nombre de selles, le sang. Pas de réponse symptomatique malgré des taux résiduels adéquats et pas d'anticorps antimédicaments. Alors les taux résiduels adéquats en période, après l'induction au 3e mois, on peut retenir infliximab-bémi supérieur à 5, adalimumab-bémi supérieur à 7, 7,5 et golimumab-bémi supérieur à 3. On ne fait pas tous les taux résiduels, on ne peut pas toujours le faire. Et pour le vedolizumab et l'ustekinumab, c'est à la fois peu décrit et pas tellement démontré. Donc je vous proposerai aussi, c'est une proposition personnelle, de définir l'échec primaire, sinon, si on n'a pas les taux résiduels, par l'échec malgré une bonne optimisation de la biothérapie. Quand? Après la phase d'induction, donc pour les anti-TNF, à la semaine 12-14, à la fin du 3e mois. Pour l'ustekinumab, le vedolizumab, je vous l'ai dit, pas avant la semaine 16, pas avant la semaine 14. Un petit mot du TOFA, c'est le dernier arrivé, mais la non-réponse primaire, c'est écrit dans l'AMM, on l'a défini après 16 semaines, 2 fois 8 semaines à 10 mg x 2. On doit arrêter le traitement, on sait que dans les phases 3, c'est des patients qui n'ont pas répondu après, même si, voilà, dans les études ouvertes, on va plus le travailler. Donc finalement,
il faut proposer une optimisation ou un dosage du médicament à partir dès la semaine 8 ou 10 en fonction de la biothérapie en l'absence de réponse. Une fois qu'on a fait cette optimisation, on peut proposer de conclure à la non-réponse primaire à partir du 4e mois pour proposer assez rapidement une autre biothérapie à notre patient. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucine. Y a-t-il des questions sur l'échec primaire? Alors, moi, j'ai bien une petite question à te poser. En pratique, tu nous as montré qu'il y avait quand même des facteurs un peu prédictifs, en tout cas associés à un échec primaire, peut-être le patient obèse, le malade dénutri, on sait depuis longtemps qu'hypoalbuminémie, c'est un facteur de non-réponse aux anti-TNF et tout ça. Bon. Du coup, est-ce que chez des malades avec des facteurs de risque, tu optimises d'emblée